une des familles d'accueil chez qui j'ai le plus souffert. C'est une famille d'accueil qui me battait. À ce moment-là, j'ai à peu près 7 ans. Et là, mes souvenirs commencent vraiment à être précis au niveau de mon placement. Le début de mon histoire a pour origine un climat familial violent. Dans mes souvenirs les plus profonds, j'ai mon père qui bat ma mère. J'ai ma mère qui sait pas trop se débrouiller dans sa vie. Elle a un mari violent, elle n'arrive pas à s'en sortir avec ses enfants. Le frigo est vide. Et les seuls moments où mon papa est là, c'est pour lui taper dessus. À cet âge-là, j'ai pas l'impression de savoir en fait ce qu'est l'amour. Par contre, je sais ce que c'est que la violence. J'ai des souvenirs de mon père, la chemise arrachée, pleine de sang, de ma mère hurlant, courant autour de la table pendant que mon père essaie de l'attraper. J'ai le souvenir de mon père qui crache sur le sol et que ma mère qui nettoie. Mon petit frère venait dans mes bras et si une personne le prenait, il pouvait se mettre à pleurer. On est petit, alors je sais pas quel âge j'ai, mais je sais déjà que j'ai autour de 5-6 ans et je suis en train de me faire à manger moi-même et de préparer le biberon de mon petit frère parce que ma maman, elle pouvait pas à ce moment-là parce que ma mère, elle était sous perfusion. Je pense qu'à ce moment-là, elle était vraiment trop dépassée. Ma relation avec ma maman, elle a toujours été très fusionnelle dans le sens où j'ai toujours voulu protéger ma maman. Quand j'étais petit et que mon père était violent envers ma mère, je sais que je tentais de séparer quand je le pouvais. Voilà, moi j'ai toujours vu ma maman comme une maman blessée. On n'a jamais su se dire qu'on s'aimait. D'après ce que j'ai cru comprendre, j'ai été placé la première fois, j'avais 9 mois. Ensuite, j'ai été placé une seconde fois, je devais avoir 2-3 ans. Et c'était vraiment des placements assez courts. Et ensuite, j'ai beaucoup plus été placé de mes 6 ans et demi, 7 ans, jusqu'à ma majorité. Donc j'ai connu 3-4 familles d'accueil. Les placements où j'ai 9 mois, 2-3 ans, j'en ai aucun souvenir. Je l'ai découvert moi-même en fait en regardant mon dossier de placement. J'étais un peu choqué de me dire que mon histoire, en fait, elle ne commençait pas à l'âge de 6 ans. Mon histoire, elle commençait vraiment à l'âge de 9 mois. J'ai été placé du coup avec mon petit frère d'abord dans une famille d'accueil. Je dois avoir 6 ans. Ensuite, on revient chez ma mère. Quand ma mère et mon père se sont séparés, la justice tranche et nous dit en fait qu'elle peut pas nous garder. Qu'elle peut pas nous garder, qu'ils doivent nous protéger. Je sais juste qu'on avait quitté la maison précipitamment, tellement précipitamment que mon doudou est resté là-bas. J'ai commencé à faire pipi au lit parce que j'avais pas mon seul repère avec le monde des enfants et qui me sépare du monde des adultes. La troisième, qui est l'avant-dernière, c'est une des familles d'accueil chez qui j'ai le plus souffert. C'est une famille d'accueil qui me battait. À ce moment-là, j'ai à peu près 7 ans. Et là, mes souvenirs commencent vraiment à être précis au niveau de mon placement. Je rentre de l'école et il y a deux dames qui sont à la maison. Il y a des sacs qui sont prêts. Et on me dit que à partir de ce soir, je vais plus dormir à la maison, que je serai plus avec ma maman. À partir de ce moment-là, je suis placé tout le temps jusqu'à mes 18 ans. Il y a quelques fois où il y a des mesures de placement en arrêt, mais qui sont très vite repris. J'arrive dans une petite maison de campagne. La première fois que j'arrive dans cette famille d'accueil, du coup, je suis avec mon petit frère qui, lui, m'accompagne. En fait, je pense qu'à ce moment-là, qu'on va être placés ensemble et je me dis, yes, trop bien, j'ai mon petit frère avec moi. Et en fait, c'est pas le cas. Donc, les deux assistantes sociales nous disent qu'il n'y a pas de place et qu'on va être séparés. Je rencontre des personnes qui sont à peu près âgées. Au premier abord, ils ont l'air sympathiques, un peu bourrus, dans le sens où c'est la première fois que je vois des gens de campagne. Je suis dans cette maison et il y a d'autres enfants, il y a une fille et un garçon. Et je me dis, bon ben, j'ai pas mon petit frère, mais au moins il y a des enfants, on va pouvoir s'amuser. Je sais juste que il y a plus de violence à la maison, il y a plus d'alcool, parce que cette famille d'accueil-là, je découvre au fur et à mesure qu'elle est violente, qu'elle est maltraitante, qu'elle me fait vivre un calvaire. Moi, j'ai fait pipi au lit très très tard, jusqu'à 13 ans, et quand j'étais dans cette famille d'accueil-là, je faisais pipi au lit parce que je souffrais de terreur nocturne. J'ai rêvé jusqu'à mes 12-13 ans que mon père tuait ma mère. Et du coup, cette famille d'accueil me fait payer le prix cher de faire pipi au lit. Donc, comme je mouille leur matelas, leur lit à chaque fois, je me fais taper dessus. Ils trouvent le moyen de me faire porter des couches en disant comme ça, au moins, tu ne mouilleras pas le matelas. Et au fur et à mesure, je continue toujours à faire pipi au lit. Et les couches, en fait, je me les prends dans le visage. Elle me fait partir à l'école avec la couche pleine de pipi. Cette famille d'accueil-là, elle me fait vivre des trucs du style
toute une après-midi entière, les mains sur la tête, genoux au sol, contre un mur. Et si j'avais le malheur de bouger, en fait, je me prenais 10 fois plus. Il y avait pas de protection, quoi. Dans cette famille, j'avais plus l'impression que j'étais chez eux et que je me faisais taper dessus. Alors au début, je dis rien en fait. Comme je suis né dans un climat familial violent, pour moi, me faire taper dessus, c'est quelque chose de normal, c'est que je dois faire des bêtises. Quand je comprends en fait que on peut pas me taper dessus au fur et à mesure et que je prends des décisions comme d'appeler le 119, je dois avoir 8 ans, 8 ans et demi, 9 ans. La première des phrases qu'on me dit, c'est « Bah alors bonhomme, t'es sûr que t'as pas fait une bêtise ? Ta famille d'accueil, elle va pas te taper dessus comme ça ?» J'ai un adulte qui me dit en fait que c'est sûrement de ma faute. Donc, je pense à ce moment-là que c'est de ma faute. Je dis rien. Je me fais souvent taper dessus par cette famille d'accueil. Des pincements, des claques, des coups de pied au cul, des insultes racistes. Ben, je commence à bouillonner en fait. Donc j'ai un souvenir en vacances où à un moment donné, la gifle de trop m'a fait l'insulter et partir en pleine journée dans un milieu que je ne connais pas, une ville que je ne connais pas, et à marcher pendant, je sais pas, la moitié d'une journée. Dans cette journée de fugue, cette première fugue d'enfant, j'ai une voiture qui s'arrête et qui me ramène parce que, d'après ce que j'ai cru comprendre, tous les gendarmes me cherchaient. Et on m'a demandé pourquoi, en fait, j'avais fugué, et la seule chose que j'ai dit, c'est je voulais retrouver ma maman. Je me fais beaucoup taper dessus, je commence vraiment à le raconter un tout petit peu à ma maman quand on se voit. L'aide sociale à l'enfance nous permet d'avoir des visites. C'était des visites médiatisées, donc il y avait toujours une assistante sociale avec nous. Je ne peux plus mentir, dire que je suis tombé à vélo, je suis tombé en skate, je suis tombé en roller, je suis tombé d'un arbre, je me suis battu. Enfin, moi, la violence, c'est quelque chose qui me terrifie, quoi, qui me terrorise. Je commence à le dire à ma maman et elle me croit. C'est la première qui met tout en œuvre pour me faire sortir de cette famille d'accueil. Et un jour, je suis à l'école et j'ai une assistante sociale qui vient me voir. Je ne sais pas à ce moment-là que c'est une assistante sociale, je ne sais pas que c'est pour moi. On va m'enlever de cette famille d'accueil chez qui j'ai vécu un calvaire. J'arrive là-bas et on me dit « Tu restes dans la voiture, tu n'auras pas besoin de les voir, on te protège maintenant. Mes sacs sont déjà prêts et on m'amène dans une autre famille d'accueil. Enfin, merci. » Mais ouais, j'avais un sentiment de soulagement. Mais la prochaine, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Cette famille d'accueil-là, chez qui on m'a placé donc la dernière, pour moi, le bonheur, c'est là-bas où je l'ai vécu. J'avais une vraie éducation, j'ai découvert aussi l'art, et c'est par l'art que j'ai appris dans cette famille d'accueil à m'ouvrir aux autres. Cette famille d'accueil-là, c'est la dernière, c'est chez qui j'ai le plus de souvenirs, chez qui j'ai le plus d'amour. Je suis resté 4 ans là-bas, et c'est par ma faute si je suis parti de cette famille d'accueil. C'est à cause de mon parcours de vie, parce que des fois, pour moi, c'est beaucoup trop lourd, trop difficile que de vivre avec ce que j'ai vécu. C'est mon parcours de vie en fait qui a fait que je suis borderline, et du coup j'ai fait je sais pas, une vingtaine de tentatives de suicide jusqu'à l'heure d'aujourd'hui dans cette famille d'accueil là où je suis resté 4 ans. Je me souviens qu'elle me disait ça à chaque fois. Tu sais que t'es un bon petit bonhomme, t'es intelligent, t'es beau, Et ça, jamais on me l'a dit en fait. Jamais on a rigolé à mes blagues. Il y avait de la jalousie dans cette famille d'accueil avec un des autres enfants qui lui me tapait dessus. Chaque fois quand on allait jouer dehors à un moment donné, lui en fait il en profitait. La seule violence que j'ai vécue dans cette famille d'accueil, c'était pas la famille d'accueil qui le faisait, mais un des autres enfants. Il avait peur en fait que je lui vole sa place, je pense. Mais ma vie a été compliquée après 2001, au niveau de l'école surtout, parce que j'étais le petit rebeu. Donc à l'école, les enfants sont très méchants entre eux. J'ai souffert de me faire traiter de Saddam Hussein, de Oussama Ben Laden. On me disait ça et moi, je ne comprenais pas. En fait, chaque année, quand on est placé, on va voir la juge une fois dans l'année. Et en fait, dans ce rendez-vous, on statue du placement pour l'année suivante. Moi, à ce moment-là, j'ai 14 piges, je suis dans cette famille d'accueil, je me sens très bien dans cette famille d'accueil. Tout va bien dans cette famille d'accueil, je me sens épanoui et tout, mais il manque quelque chose en fait. J'ai pas ma relation avec ma maman, mon papa. J'en ai marre de me balader dans la rue et de voir des enfants avec leurs parents. En fait, je suis jaloux de voir des enfants qui donnent la main avec leurs parents et qui les appellent papa-maman. J'ai jamais réellement connu l'amour familial, l'amour parental. Je rêve en fait d'être chez ma maman et la juge s'adresse à moi, ça va, comment ça va, et moi est-ce que tu as envie de dire quelque chose, voilà. Et moi je dis moi j'aimerais bien être chez ma maman ou chez mon papa, mais je veux être
chez un membre de ma famille, quand bien même mon père c'était un tortionnaire. Je me casse juste en fait. J'ai 14 ans, je me barre, je dors dehors, je mange pas, je découvre la drogue. Donc j'ai 14 ans, je commence par un pétard, puis la cocaïne, puis des ecstasy, l'alcool aussi, et je fugue parce que je veux plus être placé en famille d'accueil. Et non pas parce que dans cette famille d'accueil chez qui je me sentais mal, mais simplement parce que c'est pas ma famille, c'est une famille d'accueil. Sauf que moi, je veux ma vraie famille à ce moment-là. On me retrouve donc, c'est un ami de la famille qui me ramène chez ma maman. Ma maman, le lendemain, me ramène au commissariat et à ce moment-là, je trouve que c'est la plus grande des trahisons puisque je la supplie en disant « Maman, 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 laisse-moi avec toi, s'il te plaît. Je te jure, je serai gentil. » Elle me dit « Non, je ne peux pas. » Et je repars de nouveau en fugue pendant plusieurs semaines. Et là, c'est mon papa et des amis à mon papa qui me retrouvent de nouveau cette fois-ci. Là, mon père me prend avec lui. Je déchante très vite. Le papa que j'ai connu quand j'étais enfant, c'est toujours le même en fait. C'est le même mec qui est violent, c'est le même mec qui me tape dessus. Et donc là, cette fois-ci, il me tape vraiment dessus et il tape dur. Je vais voir l'aide sociale à l'enfance et je leur dis il faut me garder quoi, il faut me reprendre. Il faut me reprendre, c'est compliqué. Et à partir de ce moment-là, je fais que des foyers. Je demande à être dans ma famille d'accueil, chez qui j'avais été heureux. Mais en fait, ils ne veulent plus de moi. C'était une famille voilà, qui est bien sous tout rapport. Donc, avoir un enfant qui commence à fuguer, qui commence à être compliqué, je pense qu'ils n'avaient pas envie de gérer ça. Ça leur faisait plus de mal qu'autre chose. Ce que j'ai vécu en foyer, c'est un peu l'enfer, quoi. Donc, au début, c'est vraiment avec les jeunes où c'est compliqué. Et en fait, là, ça se transforme au fur et à mesure avec des éduques, en fait, qui, eux, deviennent aussi. Pour nous réveiller, en fait, l'éducateur ouvre la porte, avance vers le lit et retourne le lit. Le corps, la tête, la première au sol. C'est dur. Je me dis, en fait, toute ma vie, j'ai été voué à connaître que de la violence, en fait. En fait, je veux juste être adulte, je veux juste être majeur et avoir mon indépendance. C'est une réflexion d'ado, parce qu'à 18 ans, la seule chose que j'ai connue, c'est la rue, quoi. C'est difficile de se construire quand on ne sait pas ce que c'est réellement l'amour d'une mère, l'amour d'un père. Par exemple, dans une de mes chansons, Mama, il y a un truc vraiment qui s'est passé. Elle a fait semblant de ne pas me connaître. Elle avait refait sa vie avec un mec, des nouveaux enfants et tout. Et en fait, je vais la voir, ça faisait peut-être 7 ans que je ne l'avais pas vue. Je la vois et je lui dis « Maman, ça va ?» Et elle me regarde et elle me dit « Vous êtes qui ?» Et à ce moment-là, je suis là en mode « Comment ça, vous êtes qui ?» Et là, je dis son prénom. Elle me dit non, non, mais vous vous trompez, c'est bizarre. Et son copain, à ce moment-là, me regarde et me dit ah, en plus, monsieur, vous sentez l'alcool et tout. Le mec comprend qu'il se passe un truc, il se casse, il dit je vous laisse vous démerder. Et elle me regarde et elle me dit laisse-moi tranquille, je suis en train de faire ma vie, t'es en train de tout gâcher. Et là, je suis un peu en mode ah, ouais, je suis vraiment. Et là, il revient et elle me regarde, elle met ses lunettes, elle fait oh, mon fils, excuse-moi, avec les médicaments, je t'ai pas reconnu. Quand elle a fait semblant de pas me connaître, moi j'avais l'impression en fait qu'on m'avait en fait effacé toute ma vie en fait. Ça veut dire que tout ce que j'ai vécu quand j'étais avec elle enfant et tout ce lien qu'on a eu toute ma vie, quand elle m'a arraché de cette famille d'accueil en prévenant l'ASE que je me faisais battre. Mais là je comprends en fait que même si je suis son fils, je suis plus son fils. Que c'est pour elle, elle a refait sa vie et qu'elle préfère nous oublier parce qu'on lui rappelle notre père. Et à ce moment-là, moi, je sais pas, je vois ça comme une trahison. Enfin, genre, ok, je suis le fils de mon père, mais je suis aussi ton fils. J'ai 18 piges et j'ai passé toute ma vie pratiquement placé, en famille d'accueil, en foyer. Tous mes potes, ils sont chez leurs parents. Ils ont été toute leur vie chez leurs parents. Ils viennent de passer le bac, ils vont rentrer à la fac, en BTS ou autre. Et moi, non, en fait, je rentre juste dans un CHRS. Un CHRS, c'est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. C'est un foyer pour SDF. Et à partir de ce moment-là, en fait, je commence à péter les plombs, en fait, à me dire non, c'est terminé, en fait. C'est terminé. Cette vie de souffrance, c'est terminé. On va se sortir de ça. On va être plus fort que ça. Je me bats avec la vie, je trouve un taf très très tard. Donc en fait, ouais, moi je suis en colère en fait. Je suis en colère et c'est aussi pour ça que je rappe. Que je rappe et que je raconte ce que je raconte dans mes chansons. Parce qu'en fait, on doit être en colère.
On doit être en colère, enfin surtout les enfants placés, plus que les autres. Parce que ceux qui sont dans leur famille, en fait, chez qui ça se passe bien, tout va béné. Par contre, tous les autres enfants, les laissés pour compte, les anonymes, les invisibles, bah eux, en fait, ils doivent faire 10 fois plus. Et ils auront 10 fois moins. C'est la rappeuse Diams qui me donne envie d'écrire sur ma vie parce que je trouve qu'elle le fait très bien. Je trouve qu'elle le fait très bien et que ce qu'elle raconte, j'arrive à le comprendre. Et je la prends un peu comme modèle dans mes premiers écrits. Et au fur et à mesure, en fait, je lâche pas le rap, quoi. Je passe mes après-midi à rapper, je passe mes soirées à rapper. Le Clown Triste, c'est un rappeur qui est anonyme, qui est sans visage, qui rappe son parcours de vie, qui rappe l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, qui parle de sujets qui sont difficiles, en fait, qui raconte sa vie, en fait. J'ai choisi d'être masqué parce que, pour 2 raisons. La première raison, c'est que ce que je raconte est fort et lourd et je parle beaucoup de membres de ma famille. Et quand bien même on a vécu des choses horribles, je veux pouvoir les protéger. Et deuxièmement, parce que ce que je raconte, en fait, beaucoup de personnes, pas notamment que les enfants placés, arrivent à se reconnaître là-dessus. Donc en fait, le fait de ne pas avoir de visage, ça permet en fait à tout le monde d'être le clown triste, en fait. Je considère que la musique, on n'a pas besoin forcément de voir un visage ou de connaître un prénom, mais que c'est le message qui est le plus important. Si je devais, là tout de suite par exemple, je revoyais ma famille d'accueil maltraitante, la première des choses que je leur dirais c'est j'espère qu'il fait chaud en enfer. À partir du moment où j'ai quitté cette famille d'accueil, jusqu'à, je sais pas, à peu près 20 ans, 21 ans, je regardais, je sais pas, pratiquement chaque semaine les rubriques nécrologiques où je tapais leur nom sur Internet en espérant qu'ils meurent. J'avais besoin de faire mon deuil de toute cette violence. Et l'autre famille d'accueil, chez qui j'ai vécu les plus beaux moments de bonheur de ma vie, que je les aime, qui me manquent beaucoup. Mais il n'y a pas que du pourri dans la protection de l'enfance. Il y a aussi des familles d'accueil incroyables qui font du bon boulot. Il y a aussi des éducateurs spécialisés qui font aussi du bon boulot avec les enfants de l'ASE. Il y a quand même des bonnes personnes, quoi. Si j'avais un truc à dire en fait à l'ASE et à l'État français, c'est que c'est bien de protéger des enfants, mais de les protéger correctement, c'est mieux. Moi, je viens de dépasser la barre des 30 piges en fait, j'ai aucun lien avec ma famille, j'ai aucun lien avec mes frères. Et ça, c'est de la faute de l'ASE, c'est de la faute de l'État, puisque on aurait dû rester ensemble. Généralement, les fratries, on les laisse ensemble pour garder le lien. Et nous, on n'a pas été laissés ensemble. Donc du coup, j'ai des frères, mais je les vois comme des inconnus, en fait. Je rêve d'une chose, c'est que les liens, en fait, puissent être créés, qu'on puisse rattraper toutes ces années perdues, arrachées. Si j'avais un truc à dire aux enfants placés, qui ont vécu la même chose que moi, ou qui ont juste vécu des choses qu'un enfant normal ne pourrait pas connaître, bah déjà, t'es fort en fait, t'es forte, parce que tout ce que tu vis, c'est super dur, et que t'es pas seul, c'est qu'on est une grande famille. Ça se passe mal dans ta famille d'accueil, parle-en. Ça se passe mal au lycée, au collège, en primaire, parle-en. Ça se passe mal au foyer, parle-en. Ça se passe mal le week-end ou la journée quand tu vois tes parents et tout, parle-en. Je pense que je serai jamais guéri de mon histoire, de ce que j'ai vécu, parce qu'en fait, c'est trop présent en moi et que je suis obligé de vivre avec. Il y a des organisations comme Repère qui viennent en aide aux enfants placés et ex-enfants placés. Et le mois de décembre est le pire mois de l'année, parce que c'est le mois des fêtes, de la famille. La violence, quand elle vient dans l'énervement, etc., elle est complètement inutile. Il faut juste parfois juste souffler. Moi, je sais que quand, par exemple, je suis énervé ou autre, et qu'il y a un truc, en fait, je demande à ce qu'on me laisse seul pour que je puisse me calmer dans mon coin. Et quitte à ce que je me calme une demi-journée, 3 heures, 30 minutes. En fait, le truc, c'est juste j'ai besoin d'être seul avec moi-même pour reposer mon cerveau, reposer les tensions, et essayer de comprendre pourquoi je suis en colère
Et qu'est-ce que je peux faire pour désamorcer ça? Toute la violence que je pouvais avoir envers les autres, je me la renvoyais vers moi-même. Alors actuellement, j'ai toujours pas de suivi psychologique, j'en ai eu. J'en ai eu vite fait, mais pareil, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Qui est compliqué, je préfère écrire et guérir par moi-même, par l'écriture. J'ai un projet qui s'appelle Déséquilibre, qui raconte mon parcours de vie, qui raconte la violence familiale, qui raconte la protection de l'enfance et plein d'autres choses. Et c'est comme ça que je guéris, en faisant de la musique.